Salut les amis sérivores et cinéphiles, bonne année à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez bien mangé, que vous êtes prêts parce qu'on attaque 2026. Et croyez-moi, sur le papier ça donne le vertige. On sort d'une année 2025 un peu en dents de scie, avec du bon et du moins bon, mais quand je regarde le calendrier des 12 prochains mois, eh bien j'ai l'impression que tous les astres sont alignés pour nous offrir une année historique. On a le retour de taulier absolu du 7e art, des franchises qui jouent littéralement leur survie, et de la science-fiction ambitieuse comme on aime par ici. Vous me connaissez, on parle avec le cœur, on parle de pop culture et on garde toujours cet œil critique et analytique. Alors, quels sont les films qui vont me faire courir en salle le jour de leur sortie? Quels sont ceux pour lesquels je suis prêt à poser un RTT? Et à l'inverse, quels sont les blockbusters qui me laissent totalement de marbre? Installez-vous confortablement, prenez un truc à boire et on fait le grand tour d'horizon de 2026. Avant de plonger dans le vif du sujet de mes grosses hypes, on va évacuer les éléphants dans la pièce. Ces films dont vous allez forcément entendre parler partout, qui vont faire probablement des millions d'entrées, mais qui, pour être tout à fait honnête avec vous, ne sont pas sur ma liste prioritaire. Ça commence notamment par l'univers Star Wars avec The Mandalorian and Grogu, et pour être franc, la série ne m'a pas passionné plus que ça. Je trouve que ça tournait un peu en rond. Alors cet arc narratif étiré sur grand écran pour en faire un film événement, ça ne déclenche pas chez moi une impatience folle. Je demande à être surpris bien sûr, mais je pars avec un a priori très mitigé. Côté animation, qui n'est pas franchement ma sauce, eh bien le nouveau Toy Story me laisse assez froid lui aussi. C'est très subjectif, ce n'est pas mon genre de prédilection, mais au-delà de ça, la saga Toy Story ne m'a jamais vraiment parlé émotionnellement. Je reconnais la qualité technique, mais je reste à la porte. Il y a aussi quelques projets qui tombent mal ou qui ne catchent pas avec leur thème, comme par exemple Hamnet, qui va me passer un peu au-dessus je pense, j'irai le voir par curiosité cinéphile, mais c'est sans plus. Pareil pour The Bride sur la fiancée de Frankenstein, ou Marty Suprême, un film sur le ping-pong avec Timothée Chalamet, c'est pas trop ma came, et en plus ça tombe pile poil au moment où je vais partir en vacances. Ça attendra donc la VOD ou le streaming. J'ai aussi une grosse réserve, mais vraiment très grosse, sur le biopic Michael. J'ai très peur qu'on se retrouve avec un produit marketing trop lisse, validé par les ayants droit, qui gomme toutes les parts d'ombre potentielles ignobles du personnage pour en faire une icône intouchable. Et pour finir, parlons de super-héros avec Supergirl et Clayface chez DC. L'univers DC débute seulement et le Superman de cette année ne m'a pas trop convaincu, donc j'ai du mal à m'investir avant de voir ses prochains films. Allez, maintenant on passe aux choses sérieuses. J'ai remis tout ça dans l'ordre chronologique pour qu'on traverse l'année ensemble. Sortez vos agendas parce que ça commence très fort. On attaque l'année cinématographique dans quelques jours seulement, le 14 janvier, et on ne perd pas de temps avec 28 ans plus tard, Le Temple des Morts. Pour ceux qui auraient hiberné, c'est la suite directe de la saga culte initiée par Danny Boyle, il y a pas loin de 30 ans, et relancée l'an dernier. L'histoire va nous replonger dans une Grande-Bretagne, toujours ravagée par le virus de la rage, près de 3 décennies après l'effondrement initial. On va suivre des survivants qui tentent de coexister avec cette menace permanente. Moi, j'aime beaucoup le post-apo, donc forcément, c'est un genre qui va me parler, c'est un film qui va me parler, et ce qui me hype un peu, à vrai dire, au-delà de l'ambiance anxiogène et de ce qui est annoncé à la fin du premier film, c'est le retour potentiel de Cillian Murphy. Si son personnage, ne serait-ce que dans un caméo de fin de film, revient, le lien avec les premiers longs métrages serait incroyable. J'ai quand même une petite zone d'ombre sur cette attente, l'absence de Danny Boyle à la réalisation. C'est Nia DaCosta qui reprend le bébé, j'espère qu'elle saura conserver cette énergie viscérale, cette urgence, caméra à l'épaule, qui a fait le succès de la franchise. Le potentiel est là, pour un grand film d'horreur, en tout cas sociétal, et je l'attends beaucoup. Fin janvier, le 28, la France va dégainer une cartouche intéressante avec Gourou. Le pitch est glaçant de réalisme. On va suivre l'ascension fulgurante d'un coach en développement personnel dont les méthodes charismatiques virent peu à peu à la manipulation pure et simple, transformant sa communauté en secte dangereuse. Et je l'attends beaucoup ce film, déjà parce qu'on a Pierre Ninet qui se trompe rarement dans ses choix de carrière. Il a cette capacité à jouer l'ambiguïté qui sera parfaite pour ce rôle. Et puis le thème des sectes me fascine un peu, à la fois il m'effraie aussi d'ailleurs. C'est un sujet casse-gueule au cinéma, ça peut vite devenir caricatural, et c'est là que j'ai une petite réserve aussi, c'est Yann Gozlan à la réalisation, il est capable de très bonnes choses, comme de films très moyens. J'espère qu'il tiendra son sujet sans tomber dans le thriller trop facile.
Le même jour, de l'autre côté de l'Atlantique, eh bien ce sera le grand retour de Sam Raimi avec Send Help. Ça fait tellement longtemps qu'on l'attend sur ce projet personnel, loin des commandes de chez Marvel. Imaginez un survival brutal avec une employée et son patron qui s'écrasent sur une île déserte et le boss se blesse. La jeune fille va alors profiter de la situation pour inverser la situation de domination. Avec Raimi aux manettes, on peut s'attendre à une masterclass de tension, d'humour noir et de mouvements de caméra assez fous. Le concept est simple, il semble efficace, c'est du huis clos à ciel ouvert. Je n'ai quasiment aucun doute sur ce film que j'attends beaucoup, ça sent le petit classique instantané pour les fans du genre. Et on change totalement d'ambiance pour du cinéma d'auteur coréen avec aucun autre choix, no other choice. C'est le nouveau Park Chan-wook, le génie derrière Old Boy. Le concept est délicieusement immoral. Un homme perd son job à un âge critique. Désespéré, il va décider que la meilleure façon d'obtenir un nouveau poste, eh bien, c'est pas de refaire son CV, mais tout simplement d'éliminer physiquement tous ses concurrents. Rien que le pitch me donne le sourire comme vous le voyez, c'est de la comédie noire, cynique et violente, exactement comme j'aime. Park Chan-wook est un virtuose de l'image, et eh bien, il va s'attaquer ici à la cruauté du monde du travail, et de cette façon, eh bien, c'est un grand oui. Je ne vois aucun point négatif sur ce film pour l'instant, et là aussi, c'est une attente total. Passons directement au mois de mars, le 18, direction l'espace avec Projet Dernière Chance. Là, on touche de la SF hard qui me plaît, celle qui mélange science-fiction et aventure humaine. On va suivre Rylend Grace qui comprend peu à peu qu'il est le dernier espoir pour sauver notre soleil qui se meurt et il va devoir collaborer pour sauver le soleil justement avec une entité extraterrestre. Le pitch est dingue, tiré d'un super bouquin, mais c'est le casting qui vend du rêve, avec Ryan Gosling face à Sandra Hüller. Imaginez l'intensité. Sandra Hüller, elle a été incroyable sur ses derniers films, et Gosling est parfait dans ce genre de rôle un peu intense. Mon seul point d'interrogation, c'est la réalisation. Je ne connais pas les réalisateurs aux commandes. C'est un projet techniquement complexe, avec beaucoup d'effets visuels, de tensions psychologiques, donc c'est un petit saut dans l'inconnu, mais l'histoire est trop belle pour être ignoré. Le 1er avril, cette fois-ci, on se détend un peu avec Super Mario Galaxy. Pas besoin de vous faire un dessin, Mario et Luigi partent explorer le cosmos pour sauver Peach des griffes de Bowser, mais à l'échelle cette fois-ci galactique. J'ai adoré l'énergie et le respect du premier film pour l'univers dont je suis fan. Le trailer promet une explosion de couleurs, de la musique orchestrale épique. Ce sera le divertissement familial par excellence. Ma seule crainte, c'est la fainéantise. Il ne faut pas que ce film soit juste un reskin du premier. Il va falloir renouveler la recette, proposer de nouvelles mécaniques visuelles. Attention à la redite, c'est mon petit avertissement. Allez, on passe à l'été parce que c'est là que tout va se jouer. L'été 2026 s'annonce tout simplement très intéressant pour les cinéphiles à mon sens. Courant juin, et c'est clairement mon attente numéro 1 cette année, Disclosure Day. Steven Spielberg, science-fiction, John Williams à la musique, David Koepp au scénario. Rien que d'énoncer ces noms, eh bien j'en ai des frissons. Le film va traiter d'un événement mondial, la révélation inéluctable de l'existence des ovnis et d'une intelligence non humaine. Ce n'est pas une invasion façon Independence Day a priori, c'est quelque chose de bien plus mystérieux, de plus politique, de plus humain aussi. C'est le retour du roi dans son royaume, Steven Spielberg. C'est le meilleur réalisateur à mon sens tout court, mais aussi de SF, et c'est point barre, il n'y a pas à négocier. La bande-annonce est grandiose, elle suggère plus qu'elle ne montre, on retrouve le sens du merveilleux et du timing unique à Spielberg. Je n'ai aucun doute sur ce film, je suis comme un gosse et je compte les jours avant de le voir. En juin et juillet, on aura aussi un pari assez risqué mais fascinant, un pari de cinéma français avec La Bataille de Gaulle. Le projet est pharaonique, raconter le parcours du général de Gaulle de la débâcle de 40 à l'organisation de la résistance en 2 films, qui vont sortir à seulement 3 semaines d'intervalle entre le mois de juin et le début du mois de juillet. J'aime l'histoire, donc forcément ça me parle un peu. Antonin Baudry, qui a réalisé Le Chant du Loup, est un technicien hors pair, capable de moderniser le film historique. C'est ambitieux visuellement, par contre je reste un peu perplexe sur 2 points. D'abord le casting, qui me semble un peu bof-bof sur le papier, mais j'attends d'être surpris. Et puis on a aussi ensuite cette stratégie de sortir les 2 films en 3 semaines. C'est qui tout double. Soit eh bien, ça crée un événement, soit le deuxième se plante si le premier déçoit. Le 15 juillet, on aura bien entendu le rouleau compresseur qui va arriver avec
l'Odyssée. Christopher Nolan s'attaque ici au mythe de la Grèce antique, le retour des monstres, des dieux, le tout filmé en caméra IMAX 70 mm. C'est du cinéma fait pour nous décoller la rétine, une expérience physique. On sait que Nolan ne fait rien à moitié, il va vouloir ancrer cette mythologie dans le réel, rendre ça viscéral, et c'est évidemment immanquable. Cependant, moi personnellement, je vais émettre une petite réserve. J'ai trouvé la bande-annonce un peu froide, très belle, mais assez distante. Je n'ai pas ressenti d'émotion particulière. Je sais pas, en tout cas, on ne parie jamais contre Nolan, mais j'espère qu'il n'oubliera pas le cœur de l'histoire. Fin juillet, on retourne à New York avec Spider-Man Brand New Day. Le titre est évocateur. Un nouveau jour après les événements tragiques des derniers films, notre héros va devoir se reconstruire seul, sans les Avengers. J'ai envie d'y croire. Tom Holland est toujours impeccable dans le rôle et ce Spider-Man plus urbain, plus ras du sol, c'est ce que je voulais. Donc, on a quand même le spectre de la fatigue Marvel qui plane au-dessus du projet, mais j'y crois. Est-ce qu'ils seront encore capables de nous surprendre? Est-ce qu'on ne va pas retomber dans les travers du MCU avec des connexions forcées partout? J'espère vraiment un film centré sur le personnage et uniquement sur lui. Le 12 août, là aussi une grosse attente, on a ce qui ressemble à un véritable ovni avec Flowervale Street. Imaginez une famille de banlieue américaine dans les années 80 qui se retrouve confrontée à des dinosaures. Mais attention, pas à la mode Jurassic World. Ici, c'est David Robert Mitchell, l'auteur de It Follows, et ça promet une ambiance unique, peut-être plus horrifique que les films habituels de dinosaures, plus étrange, plus onirique. On est loin a priori du blockbuster calibré pour venir vendre des jouets, on ne sait presque rien du film, il n'y a pas encore d'affiche, il n'y a pas de trailer, mais ce mystère m'attire énormément et c'est à mon sens la petite curiosité de cet été. Le 26 août, Ridley Scott revient encore avec The Dog Stars. Un pilote solitaire, son chien, un hangar désaffecté et un signal radio qui change tout. Bref, du post-apo intimiste avec un gros budget, sûrement. Sur le papier, je signe tout de suite, mais attention, le problème c'est Ridley Scott. Je l'adore, mais ces dernières années, c'est la roulette russe avec lui. Il nous sort un chef-d'œuvre de temps en temps, inspiré, et puis le film d'après, c'est un naufrage total. J'espère tomber sur le bon Ridley Scott cette fois-ci, on verra ce que ça donne. Allez, on passe à l'automne cette fois-ci, le 9 octobre, préparez-vous à du bon avec The Social Reckoning, c'est la suite officielle de The Social Network. Le film va plonger dans les années récentes de Facebook, en pointant notamment la désinformation, l'impact sur les élections qu'il y a pu avoir, et bien sûr l'assaut du Capitole. C'est un sujet brûlant mais nécessaire. J'ai tout de même deux grosses réticences. D'abord, pourquoi faire une suite à un film considéré comme parfait et qui se suffisait à lui-même? Et puis surtout, c'est pas David Fincher, c'est Aaron Sorkin, le scénariste, qui passe à la réalisation. Sorkin est un génie des mots, mais derrière la caméra, c'est beaucoup plus plat et un peu télévisuel. Bof, pour le dire vite, quoi. J'ai très peur d'un film très bavard et loin de la maestria du premier. Le 21 octobre, Night Shyamalan nous revient avec Remain. Des personnages piégés dans une boucle temporelle, dans un lieu mystérieux dont ils ne peuvent pas sortir. C'est du Shyamalan pur jus. Avec Jake Gyllenhaal pour porter le film, ça va être, à mon sens, très intense psychologiquement. Comme d'habitude avec lui, le marketing va jouer sur la carte du mystère absolu. Et c'est ce qui est bon d'ailleurs. On va pouvoir avoir cette ambiance et bien sûr le fameux twist final. Est-ce que ça suffira? Est-ce que ça suffira? Parce que ces dernières années, c'est pas toujours le cas avec lui. On verra. On passe au film de fin d'année avec le 25 novembre, le retour de Hunger Games, lever de soleil sur la moisson. C'est un préquel centré sur Haymitch Abernathy, le mentor de Katniss, et ses propres Hunger Games, les 50e. Francis Lawrence, qui a réalisé les meilleurs films de la saga, est toujours là. Je suis confiant sur le fond car l'univers est riche, mais sur la forme, attention, la première bande-annonce m'a vraiment fait peur. Vraiment, les effets spéciaux avaient l'air non finis, les incrustations sur le fond vert étaient visibles et la colorimétrie était tout simplement dégueulasse. J'espère sincèrement qu'ils vont bosser ces prochains mois, mais on a le temps, c'est quand même en fin novembre. Donc il y a le temps de rectifier, on verra. Le 2 décembre, un peu de douceur avec Astérix et le royaume de Nubie. Nos Gaulois partent vers le sud. Avec le succès critique et public du secret de la potion magique, la barre est assez haute. Ce qui me rassure énormément, c'est que l'équipe au scénario, c'est Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière. Ce sont des gars qui ont quand même adapté le conte de Monte Cristo et le prénom aussi notamment, deux films que j'aime plutôt bien, c'est gage de qualité à mon sens pour les dialogues et pour l'humour. Je suis curieux de voir ce que ces nouveaux réalisateurs vont proposer visuellement, mais je pars assez optimiste. Et enfin, mi-décembre, le choc des titans pour clore l'année.
D'un côté, la fin du voyage de Dune, avec Dune 3, le Messie. Paul Atreides régnera cette fois-ci désormais sur l'univers, mais sa guerre sainte aura fait des milliards de morts. Des complots vont se tramer pour le faire chuter, et ce sera la conclusion de la trilogie de Denis Villeneuve. Artistiquement, ce sera sublime, c'est une certitude, la direction artistique va encore nous mettre une claque, mais je vais être un peu nuancé. Moi j'aime beaucoup les deux premiers films, mais ce ne sont pas des coups de cœur pour moi ultimes, ça ne me prend pas vraiment aux tripes. Je reconnais que ce sont des chefs-d'œuvre, mais personnellement je garde une petite distance. Cela dit, eh bien c'est quand même l'événement incontournable de la fin de l'année, avec aussi de l'autre côté le pari de la dernière chance. Et l'autre film incontournable dont je parle, c'est bien évidemment Avengers Doomsday, qui sortira le même jour. On aura donc le Docteur Doom qui menacera l'ensemble du multivers, obligeant les Avengers, anciens et nouveaux, à se réunir. C'est la carte de la nostalgie à fond, bien entendu, le retour des frères Russo à la réalisation, le retour de grosses têtes d'affiche, mais est-ce que ce n'est pas aussi un aveu de faiblesse terrible? Rappeler les anciens protagonistes alors que les nouveaux personnages, eh bien, peinent à réussir à convaincre? Marvel, en tout cas, joue sa survie dans la pop culture, ça va passer ou ça cassera. Allez, j'ai envie d'y croire une dernière fois, d'essayer de retrouver cette magie pour que la flamme vacille. Voilà les amis, vous savez tous sur mon année 2026, de la science-fiction ambitieuse, Spielberg qui veut récupérer sa couronne, des questions existentielles sur l'avenir des super-héros aussi, bref, il y a de la matière. C'est une année charnière pour le cinéma après une année 2025 en demi-teinte. Est-ce que les grandes légendes Till Spielberg vont confirmer? Est-ce qu'on va avoir des surprises venues d'ailleurs aussi, possiblement, dont j'ai pas parlé? En tout cas, moi je serai là pour vous en parler et pour décrypter tout ça. Et vous alors, c'est quoi le film qui vous hype le plus? Est-ce que vous croyez encore en Marvel, en Spielberg? Dites-moi tout en tout cas, laissez-moi des commentaires, je veux tout connaître de vos attentes. Ça m'aidera d'ailleurs aussi à savoir quel film je dois traiter en priorité. N'oubliez pas en tout cas le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et le référencement, c'est super important. On vise une belle progression ici cette année, c'est mon gros objectif et je ne pourrai pas le faire sans vous. En attendant, prenez soin de vous, encore bonne année, allez au ciné et à très vite. Ciao!